Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je suis Mohamed Ben Chokroun, j'ai 29 ans. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je suis installé en Chine. J'ai quitté le Maroc en octobre 2016 en tant qu'un simple stagiaire. Donc j'avais un salaire d'un ouvrier chinois. Donc c'était pour moi une découverte, aller vers des horizons très lointains, explorer mes capacités, sortir de ma zone de confort et puis finalement démarrer une nouvelle aventure dans ma vie. Donc c'était la grande aventure, le grand pas vers l'avant et je suis très satisfait de ce que j'ai pu entreprendre puisque je suis passé d'un simple stagiaire à maintenant professeur universitaire dans une université en Chine où j'enseigne le management, l'économie et aussi la linguistique anglaise. En Chine, lorsque je me suis installé en Chine, je ne parlais ni mandarin ni l'anglais. Et maintenant, alhamdoulilah, je suis devenu polyglotte en maîtrisant mes 2 langues maternelles qui sont l'arabe et le français, en plus de l'anglais et du mandarin. Alors, comme dit l'expression, lorsque la Chine tousse, c'est le monde qui s'enrhume. Cela est symptomatique de l'impact économique de la Chine dans le monde. Nous vivons dans une ère de globalisation, donc tout est interconnecté. Et la Chine, à elle seule, représente 28,8% de l'industrie mondiale. Donc lorsque la Chine a connu un arrêt quasi total de son industrie, cela n'a non seulement impacté l'économie de l'Empire du Milieu, mais aussi tous ses partenaires, donc finalement tout le reste du monde. Il faut parler aussi que la Chine n'est pas seulement le fournisseur du monde, il est aussi une terre d'externalisation, non seulement des capitaux financiers, mais également des touristes. C'est le premier exportateur en termes de touristes, donc on prend le cas par exemple de l'Indonésie, dont le premier émetteur de ces touristes sont chinois, va être impacté significativement par cette épidémie du coronavirus. Maintenant, le souci est devenu globalisant. Nous sommes passés d'une épidémie centralisée sur la Chine où finalement elle a impacté toutes les chaînes de supply chain, où finalement aussi donc ça a impacté négativement les industries du monde, mais maintenant nous sommes passés à une épidémie globale où l'Europe, le Moyen-Orient sont impactés, donc finalement aussi les pays avoisinants de l'Europe seront impactés. Et c'est là où finalement le Maroc est directement concerné par cette épidémie, puisque lorsque l'épidémie était exclusivement centrée en Chine, cela avait des répercussions non pas vierges, mais on va dire secondaires. Mais maintenant que l'Europe est impactée, maintenant que l'Europe vit dans une psychose quasi sur toutes les régions où ils sont dans l'incapacité à se déplacer, sont dans l'incapacité à aller au Maroc pour le tourisme, et c'est là finalement où il y a une inquiétude sur l'impact de ce coronavirus dans l'économie marocaine. Donc, pour résumer, nous sommes passés de 2 phases. La première phase, c'est lorsque la Chine était exclusivement concernée par cette épidémie, et donc c'était une crise des supply chains mondiales où les grands concessionnaires d'automobiles avaient un retard dans leur livraison, ou par exemple Apple qui a aussi un retard dans sa livraison de produits. Donc nous sommes passés de cette phase-là à une deuxième phase où c'est devenu plus globalisant, où finalement le cas du Maroc par exemple est principalement touché, puisqu'il y a eu beaucoup d'annulations des hôtels, où il y a aussi une crise dans le trafic aérien, et donc cela impactera négativement l'optimisation du potentiel du Maroc. Malheureusement, le coronavirus n'a épargné aucun secteur. Du secteur primaire aux matières premières, le prix du baril du pétrole qui a chuté maintenant aux alentours de $29, au secteur secondaire, c'est-à-dire le secteur de l'industrie, et donc là, ça concerne toutes les industries, mais principalement les industries dans lesquelles la Chine a une intégration mondiale très renforcée. On parle de l'électronique, puisque
7 téléphones sur 10 sont fabriqués en Chine. On parle de l'automobile, on parle du textile et aussi du secteur tertiaire qui sont les services. Donc, la question finalement à poser, c'est quel secteur sera le moins touché ou le plus épargné par cette épidémie? Eh bien, je dirais, ce sera tous les secteurs qui pourront survivre par la digitalisation. C'est-à-dire que les sociétés, avec leur robotisation, avec l'intégration de l'intelligence artificielle et par la digitalisation, ils pourront être dans une forme de survie de leur économie. Ça, c'est le premier point. Donc, ce sont les secteurs tertiaires. Je pense à l'éducation, je pense au système bancaire, je pense au secteur de l'assurance et aussi au secteur industriel dont le taux d'intégration de l'intelligence artificielle et donc du coup la faible implication du facteur humain dans leur industrie, ceux-là pourront être les moins touchés par cette épidémie. Par contre, les sociétés dont leur système est toujours traditionnel avec une dépendance très forte de l'implication humaine, ceux-là seront très fortement touchés. Maintenant, par rapport aux solutions, il faut bien parler des solutions. Dans une crise sanitaire mondiale, il faut l'intégration de toutes les parties prenantes. Il faut d'abord l'implication de l'État. Chaque État doit faire en sorte à ce qu'il puisse soutenir les sociétés les plus fragilisées. On prend le cas, par exemple, de la Banque centrale chinoise qui a éjecté plusieurs liquidités à hauteur de 30 milliards de dollars pour effectivement soutenir les TPME qui sont les plus touchés par cette épidémie. Et aussi, il faut parler d'un point, c'est l'ingéniosité managériale. Il faut que, à la tête de chaque entreprise, qu'il y ait finalement cette approche par rapport au management du risque, management de la crise, trouver des alternatives pour pouvoir éviter la crise. Je prends juste par exemple le cas de la société de Foxconn qui est le leader mondial dans l'électronique. Ils ont maintenant, par rapport à cette épidémie, ils ont créé une alternative qui est la création de masques. Donc finalement, cela aussi réside dans l'ingéniosité managériale de ceux qui sont à la tête des entreprises à trouver des solutions conjoncturelles afin que cette épidémie puisse passer. Effectivement, le secteur, comme je l'ai dit précédemment, lorsque l'épidémie s'est globalisée et a touché finalement nos marchés émetteurs de touristes, c'est là où finalement le Maroc est directement touché par cette épidémie, puisque la France, l'Espagne, l'Italie sont maintenant quasiment dans l'incapacité à voyager. Les voyageurs européens maintenant ne peuvent plus se déplacer puisque il y a cette question de la psychose. C'est-à-dire que maintenant le problème c'est au-delà du virus en tant que tel, c'est tout ce que les médias en ont fait. Malheureusement, à créer cette psychose, finalement à ne plus encourager les gens à se déplacer, ne plus encourager les gens à prendre les transports en commun et donc à ne plus voyager. Et comme le secteur du tourisme marocain est un secteur primordial, stratégique pour la croissance du pays, c'est là où il y a eu des pertes considérables dues aux annulations des touristes étrangers, puisque nous sommes maintenant à une perte de dizaines de millions de dirhams juste pour le mois de mars. Donc tout ce que nous pouvons espérer, c'est que nos clients, qui sont principalement nos clients européens, puissent prendre des mesures draconiennes afin de stopper cette hémorragie, afin de stopper cette épidémie le plus rapidement possible, afin que d'ici l'été, que puisse avoir une relance du secteur du tourisme. L'annulation du Siam, pour moi, c'est une décision très courageuse, puisque le coût, il est élevé. Mais finalement, cela représente bien une sagesse de l'État. Nous donnons une priorité à la santé publique d'abord, au-delà de l'économique.
pas tous les États sont dans cette approche-là de pouvoir sacrifier l'économique pour l'intérêt général. Et c'est là où il faut féliciter, encourager et être salutaire par rapport à des décisions aussi courageuses et qui ont des conséquences dans l'économie nationale. Maintenant, par rapport aux mesures, comme je l'ai dit, il faut que l'État puisse générer des flux, générer des liquidités, puisqu'il y ait aussi une intervention de Banque al-Maghreb à réduire le taux directeur afin de doper en liquidité les entreprises les plus fragilisées en renforçant leur fonds de roulement afin que puisse juste le temps que cette hémorragie puisse passer. D'abord, première chose, nous avons tendance toujours à nous comparer aux autres partenaires. Beaucoup de gens disent dans les médias, les cours, les prix à la pompe ont diminué dans les pays européens et non pas au Maroc. Juste par rapport aux différences, au Maroc, les ajustements des prix à la pompe se font chaque 15 jours. Sachant qu'en France, par exemple, elle se fait d'une manière hebdomadaire. Donc il faut du temps. À partir du 15 mars, les prix vont diminuer. Cela est en soi une opportunité pour les pays qui importent des matières premières. Là où nous sommes directement dépendants du pétrole, c'est là où finalement il faut pouvoir tenir les opportunités. Les opportunités existent, mais il faut pouvoir les tenir. Et là, c'est là où le Maroc doit prendre doit tenir cette opportunité pour s'approvisionner du mieux qu'il peut des matières premières actuellement où les prix sont en baisse, pour donc élargir son stock et maintenir un prix très bas. Donc, pour revenir à votre question, le prix va connaître une diminution, mais à partir du 15 mars, donc après chaque 15 jours. Maintenant, bien sûr, cet événement peut effectivement nous pousser à réfléchir sur la nécessité de réduire le temps d'ajustement et de changement des prix de 15 jours à une semaine. Pourquoi nous restons à changer le prix à la pompe chaque 15 jours? Pourquoi ne pas nous aligner aux standards internationaux qui sont le changement à une semaine? Et je pense que le débat doit être posé et la légitimité de passer de 15 jours à une semaine est tout à fait logique. Cette question ne se pose plus lorsque la Chine maintenant a quasiment gagné sa bataille face à l'épidémie. Début avril, toute l'économie, quasiment toute l'économie chinoise, toute l'industrie chinoise sera opérationnelle. Et donc finalement, les échanges commerciaux entre la Chine et le reste du monde, inclus le Maroc, vont reprendre leur cours normal. Donc la question de la pénurie ne se pose même plus maintenant, puisque notre fournisseur principal, qui est la Chine, va reprendre toute son activité début avril. Et par rapport aux produits agricoles et par exemple aux produits agroalimentaires marocains, il faut savoir que le Marocain consomme principalement les produits locaux. Donc c'est en soi une opportunité. Donc la question de la pénurie ne se pose même plus parce que les produits agroalimentaires que la majorité des Marocains consomment sont principalement locaux. Alors, pour le cas lorsqu'on voit les résultats affichés par la Chine, beaucoup de gens ont critiqué, beaucoup de médias internationaux ont critiqué en vue de mauvais œil le fait de confiner toute une région de Roubaix de plus de 50 millions d'habitants durant quasiment 1 mois et demi. D'ailleurs, je salue le peuple chinois dans son courage, dans sa résistance, dans sa patience à être confiné chez eux durant 1 mois et demi. C'est tout simplement exceptionnel et formidable. Donc, lorsqu'on voit ces résultats-là positifs, la Chine, qui était l'épicentre de cette épidémie, a pu combattre ce virus-là. Donc, cela donne une légitimité aux mesures drastiques prises de confiner le peuple. Mais est-ce que cela est duplicable dans d'autres pays? Moi, je pense que c'est relatif à chaque État, relatif aux spécificités, tant culturelles, tant économiques aussi, puisqu'il y a des États dont l'économie est tellement fragile qu'ils ne peuvent pas confiner tout le peuple et mettre à l'arrêt l'économie. La Chine a cette puissance-là, a cette capacité. J'ai cité l'exemple de la Banque centrale chinoise qui a pu éjecter des millions, des centaines de millions de dollars pour supporter l'économie afin
afin que ce coronavirus puisse disparaître. Mais qu'en est-il des autres États les plus fragilisés économiquement? Est-ce qu'ils sont dans cette capacité à confiner tout un peuple? Cela est une question relative à chaque État dans leur capacité à gérer cette épidémie, mais de toutes les façons. Il faut la solidarité du monde entier. Il faut l'implication de tous les États. C'est là où je félicite l'État chinois qui a apporté son aide à l'Iran, qui maintenant apporte son aide aux Italiens dans les équipements, etc. Donc cela est extrêmement encourageant. Nous sommes tous concernés par cette épidémie. Toutes les mesures toutes mesures prises doivent prendre en considération plusieurs facteurs sociaux, culturels, économiques et politiques, et c'est relatif à chaque État. Par rapport à cette question, elle est extrêmement tant stratégique que les experts prennent beaucoup de précautions pour y répondre, puisque cette crise mondiale, elle est conjuguée entre deux variables, qui est l'aspect politique et l'aspect sanitaire et scientifique. Lorsqu'on pose la question aux scientifiques, quand est-ce que le virus du corona ou du Covid-19 pourra disparaître, les scientifiques n'apportent pas une réponse claire par rapport à la fin de l'épidémie. Donc, quid des économistes qui seront dans l'incapacité à vous dire quand est-ce que l'épidémie prendra fin? Est-ce que cela prendra fin avec l'arrivée du printemps où généralement les virus s'éteignent et n'arrivent pas à supporter la chaleur, ou bien ce virus-là a une spécificité qui est non seulement de résister à la chaleur et aussi à muter vers un virus dangereux. Donc c'est une question à laquelle on peut difficilement y répondre en apportant des clarifications sur le futur, puisque les scientifiques eux-mêmes n'ont pas pu apporter de réponses claires par rapport à la durée de cette épidémie. Cela dépendra de l'implication des États à prendre des mesures draconiennes afin de mettre fin à cette hémorragie, et aussi nous espérons tous que ce virus-là ne mutera pas, que ce virus-là, comme la grippe saisonnière, disparaîtra avec le printemps, et que si ces deux facteurs-là sont respectés, d'ici juin, c'est-à-dire d'ici le troisième quart de l'année, toute l'économie prendra le cours normal. La Chine a combattu. Maintenant, malheureusement, ça s'est propagé sur le monde entier. Mais maintenant, cela va impliquer les États et de chaque pays à être dans sa capacité, dans cette guerre contre l'épidémie. Donc espérons que d'ici juin, le monde entier gagnera cette bataille de cette épidémie. Mon université m'a demandé à ce que je revienne en Chine début avril. Nous avons commencé le semestre le 17 février. Donc la Chine a respecté la date d'entrée de l'année universitaire après la fin de l'année chinoise, mais nous avons maintenu l'activité académique en ligne. Dans ma ville qui est Ningbo, il n'y a eu aucun mort. Ça fait maintenant 2 semaines qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas confirmés. Donc je pense que la sérénité est au rendez-vous, et je pense qu'il n'y a aucun souci à ce qu'on puisse revenir et reprendre le cours normal de notre vie.